Réunion première. Réunion première. Le grand oral. Le grand oral. Ils sont donc 11 à vous proposer un programme, une ligne politique, un projet. Certains se disent révolutionnaires, d'autres pensent parler au nom du peuple, veulent faire battre le cœur de la France, sont en marche ou s'adressent à la France insoumise. Réunion première s'associe à la presse écrite pour vous aider à y voir un peu plus clair dans ses propositions, à mieux connaître les candidats, à vous faire votre idée avant le premier tour de la présidentielle le 23 avril. Les candidats de passage ou leurs représentants locaux se succéderont donc à ce micro pour répondre à nos questions. Ce soir, c'est Perceval Gaillard, représentant de Jean-Luc Mélenchon, qui passe son grand oral. Réunion première. Réunion première. Le grand oral. Le grand oral. Perceval Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interroger ce soir, David Chassagne du GIR, bonsoir. Bonsoir. Et Guillaume Kempf du Quotidien, bonsoir. Bonsoir. On va parler de programme, bien sûr, on va parler du candidat, c'est l'objectif de cette émission. On évoquera les propositions de Jean-Luc Mélenchon concernant les évolutions institutionnelles, les évolutions de société, de l'économie, avec à chaque fois, dans la mesure du possible, une perspective réunionnaise pour nos auditeurs ici. Mais d'abord, un mot de cette campagne très particulière à laquelle on assiste depuis des semaines, voire des mois. Emmanuel Macron était chez nous ce week-end pour un meeting qui n'a pas déplacer les foules. Malgré tout, si on en croit les sondages sur les intentions de vote, sur les souhaits de victoire, qui peuvent encore bien sûr évoluer, on le dit à chaque fois, il fait quand même partie des favoris. Qui est votre adversaire aujourd'hui? Est-ce que ça devient Emmanuel Macron? Emmanuel Macron fait partie de nos adversaires, effectivement, mais il me semble que la bulle Macron est en train d'exploser. Comment on pourrait dire ça? Emmanuel Macron est plus un produit marketing qu'un homme politique d'une certaine manière. Et on voit bien que dès qu'il faut arriver vraiment dans le cœur du programme, il est en difficulté. Il est en difficulté pour expliquer quelle est, par exemple, sa position sur la politique internationale. Il a été en difficulté pour expliquer quelle était sa politique pour la Réunion. Donc effectivement, il fait partie de nos adversaires. Nous disons que dans cette campagne présidentielle, il y a trois grandes règles qui s'opposent. La règle brune de Marine Le Pen, qui consiste à constitutionnaliser la préférence nationale, c'est-à-dire finalement en finir avec la République. La règle d'or qui est défendue par M. Fillon, mais surtout par M. Macron, qui est donc la règle d'or budgétaire, qui consiste à respecter les 3% de déficit budgétaire. Et nous, la règle européenne. Règle européenne, effectivement. Et ensuite, nous, la règle verte, qui consiste à ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est capable de régénérer. Justement, cette règle verte, là, parlons-en. Comment ça s'applique à la Réunion où on est sur une île qui a tendance à plus consommer qu'elle ne produit? Alors, ça s'applique dans à peu près toutes les composantes de l'économie. Ça risque d'être un peu bloquant, non, pour les projets, notamment pour tout ce qui est développement foncier, pour la consommation de l'eau, pour les déchets. Nous, par exemple, nous sommes pour l'autonomie énergétique, l'autosuffisance alimentaire. Dans cet ordre d'idées-là, nous pensons que nous avons la capacité à être autonomes ici à La Réunion. Donc là, il n'y aurait pas de blocage particulier. Par exemple, pour tout ce qui est solaire, éolien, géothermie, pour tout ce qui est énergie marine, la règle verte pourrait s'appliquer et il n'y aura pas de blocage. Les blocages pourraient être sur les grands chantiers, les grands projets inutiles et imposés, tels que par exemple la NRL. Là, effectivement, avec la règle verte, la NRL, cette NRL-là n'aurait pas été possible. Mais a priori, non, pour la Réunion, au contraire, la règle verte, elle est plutôt faite pour la Réunion. Vu le potentiel qu'on a en termes d'autonomie énergétique, je vois pas en quoi ça pourrait bloquer, en fait, les projets ici à la Réunion. Et cette NRL-là, vous en faites quoi, justement? Alors, nous, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, on a mis moratoire et audit. Moratoire, d'abord, pour arrêter provisoirement les travaux et voir ce qui a été dépensé, puisqu'il y a une opacité totale, et voir ensuite ce qu'il est peut-être possible de réorienter. On voit bien qu'il y a un gros problème au niveau des roches. Ce chantier-là a été lancé sans qu'on sache la capacité et sans qu'on ait pensé en amont l'approvisionnement en roches. Et donc peut-être qu'il est possible, par exemple, de passer sur du tout viaduc. Ce serait peut-être la dernière des solutions possibles. Voilà par rapport à la NRL. On va revenir sur le programme économique de Jean-Luc Mélenchon, notamment et pour ce qui concerne la Réunion. Et pour revenir à la campagne, Vincent Peillon, un des conseillers politiques de Benoît Hamon, a souhaité hier que Jean-Luc Mélenchon et le candidat du PS retrouvent le chemin du dialogue en vue du premier tour. Vous y croyez? Non, vous souriez pour nos auditeurs à la radio. Ça veut dire pour vous c'est mort? C'est un peu tard. Enfin, c'est même complètement. Ça paraît beaucoup trop tard. Ensuite, on voit qu'il y a des points d'achoppement quand même assez forts, notamment sur la question européenne, sur les questions européennes. On voit que là, Benoît Hamon en plus a commencé à lancer quelques scuds
par rapport à nos soi-disant liens avec la Russie de Poutine. Non, ça paraît compliqué objectivement. Pas tant avec Benoît Hamon. Hein. Benoît Hamon, c'est quelqu'un de la gauche du PS qu'on respecte, mais avec l'appareil du Parti socialiste. Il reste un mois avant l'élection. Non, ça paraît vraiment impossible. On voit que le PS commence à être aux abois vraiment, que Hamon est vraiment en difficulté, qu'une grosse partie du PS part vers Emmanuel Macron. On voit que le PS commence peut-être même à envisager des négociations avec le mouvement En Marche. Donc on voit bien que là, la campagne de Benoît Hamon, elle est très difficile pour lui, et donc il est assez logique de leur part d'essayer de nous raccrocher, d'essayer de nous faire passer pour ceux qui ne veulent pas l'unité de la gauche. Mais nous, on a une ligne claire, politique claire. Tout le monde qui est sur notre ligne politique est le bienvenu, on l'a toujours dit. Mais pas d'arrangement entre appareils, pas d'arrangement derrière la boutique, pas d'arrangement à un mois des élections, alors que nous, on travaille sur un mouvement depuis des années, quoi. Et dans la perspective d'une alliance, soyons un peu fous, dans la perspective d'un second tour, vous verriez faire campagne à côté d'un Patrick Le Breton, d'un Philippe Le Constant, localement ? C'est pas des questions de personne. Enfin bon, la question elle est pas là. C'est sur quel programme. Si Monsieur Le Breton, Monsieur Le Constant, enfin si les édiles du PS ici nous rejoignent sur notre programme, on n'est pas opposé par définition. Mais c'est vraiment la question de la ligne politique. Nous, on n'est pas trop dans ces histoires d'appareils. On pense d'ailleurs que ça dégoûte la plupart des électeurs. Donc voilà, si à la suite du premier tour, si jamais Jean-Luc Mélenchon est au second tour et qu'il y a des électeurs socialistes évidemment, des militants socialistes, des élus socialistes qui veulent nous rejoindre, ils seront les bienvenus. Mais ce sera sur la base de notre programme. Et à l'inverse, vous feriez campagne pour un Hamon au deuxième tour ? Moi personnellement, non. L'une des bases de votre programme, c'est la 6ème République. Tout à fait. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez, parce que nous, journalistes, on s'intéresse à la question. On voit à peu près à quoi ça peut ressembler. Je dis bien à quoi ça peut ressembler. D'accord. Mais je suis pas sûr que tout le monde se rende compte de quelle forme ça peut prendre cette 6ème République. C'est quoi elle ressemble à quoi la 6ème République que promeut Monsieur Mélenchon? La 6ème République, c'est le but. Nous, le moyen, c'est la constituante. La constituante, c'est permettre aux citoyens d'écrire la constitution donc de la 6ème République française. Nous, évidemment, nous avons des idées. Nous serions plutôt pour un régime parlementaire. Nous voulons constitutionnaliser un certain nombre de droits. La règle verte dont on vient de parler, le droit à l'avortement pour les femmes, le droit à la préemption, par exemple, pour les travailleurs lorsqu'il y a un licenciement, enfin un plan de licenciement, un certain nombre de choses comme ça. Mais ce sera le peuple français qui va écrire sa propre constitution. En fait, on va en parler tout de suite, parce que comme ça on fixe les choses, mais ce que Jean-Luc Mélenchon dit, c'est: si vous votez pour moi, dès que j'arrive aux affaires, on met en place une nouvelle assemblée, qui est constituée de gens qui n'ont jamais siégé dans une assemblée. Et une fois que cette assemblée, il dit à peu près 2 ans, enfin si j'ai bien compris, une fois que cette assemblée a décidé d'une constituante, je m'en vais. Et c'est une espèce d'artifice de dire: si vous votez pour moi, vous votez pas pour moi. En vérité, bon, pourquoi pas. Mais évidemment, il y a quelque chose de profondément novateur là-dedans. Première question: est-ce que c'est un gage, est-ce que c'est une garantie d'honnêteté d'avoir que des gens qui n'ont pas été élus par le passé? Est-ce que c'est même une garantie d'efficacité? Est-ce que ça veut dire que tous les élus précédemment étaient inefficaces ou malhonnêtes? Est-ce que non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Non, l'idée c'est d'avoir des gens qui n'ont pas forcément les habitudes de la 5e République. Hein. Nous, le fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas été élus avant, et d'ailleurs ces gens-là ne pourront pas non plus se présenter dans les nouvelles institutions. Voilà. Donc, et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays. Hein. La Tunisie a fait sa constitution récemment. L'Équateur l'a fait aussi il y a quelques années. Ça a été la démarche qui a été mise en œuvre. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon dit: on met en place une constituante. Pendant ce temps-là, les institutions de la 5e République, elles fonctionnent. Oui, et nous mettons en place notre programme pendant 1 an ou 2 ans. Voilà. Ouais. Et après, il y a ratification par le peuple quand même. C'est-à-dire qu'il y a la constituante met en place un projet de constitution qui sera peut-être différent de celui que nous voulons, certainement même, puisqu'il y aura des gens qui représenteront l'ensemble de la société. Et ensuite, il y a référendum. Ce sera le peuple français qui décidera par référendum si la constitution présentée par la constituante lui convient. Est-ce que c'est pas, une dernière question sur ce sujet, est-ce que c'est pas parce que c'est très abstrait encore dans l'esprit des gens, ce qui fait que on a l'impression que dans les sondages, la candidature de Monsieur Mélenchon plafonne un peu, c'est-à-dire on est toujours autour de ces 13, 14, 15, 12, enfin ça dépend, voilà.
est-ce que c'est pas parce que c'est trop abstrait pour les gens? Est-ce que finalement on n'est pas face à un électorat qui a envie de réponses concrètes et que cette idée très intellectuelle de 6e constituante finit par étourdir tout le monde et par... Alors les réponses concrètes, on les a dans notre programme. On a des réponses concrètes sur l'ensemble des champs économiques, sociaux, diplomatiques, etc. Donc les réponses concrètes, elles sont là. Nous, au contraire, on voit l'inverse plutôt, c'est-à-dire que dans les gens qui sont avec nous, qui militent, les citoyens qui viennent dans la France insoumise et qui sont pas des membres de parti, c'est l'idée centrale. Les gens sont dégoûtés par la Ve République. Ils sont dégoûtés par les affaires. Ils sont dégoûtés par le pouvoir exécutif qui est surpuissant par rapport au pouvoir législatif. On l'a vu avec le 49, la brutalité du pouvoir exécutif. Ils sont dégoûtés par l'agonie de la Ve République. D'une certaine manière, nous disons la Ve République, elle est morte en 2008, quand il y a eu la ratification parlementaire d'un traité donc le traité européen, qui avait été rejeté par le peuple. Et on est encore dans cette logique-là. Donc nous, au contraire, on voit plutôt l'inverse. On voit plutôt des gens qui viennent en grande partie, évidemment, il y a la question sociale. C'est notre cœur, on va dire, électoral, c'est notre cœur politique. Sauf que je m'attarde un peu, mais c'est un sujet qui me passionne. Sauf qu'on se rend compte, et notamment à La Réunion, que on a l'impression que vous n'arrivez pas à agréger le public pour lequel vous devriez être constitué. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'électorat ouvrier vous échappe, que l'électorat de ce qu'on appelait le prolétariat globalement, c'est-à-dire les ouvriers, puis les chômeurs, ça vous échappe. Et au contraire, on l'a vu à La Réunion sur le pique-nique qui a été fait samedi, on est ici en présence d'un électorat plutôt CSP+, plutôt intellectuel, alors certains diraient bobo de manière, mais plutôt intellectuel, CSP+, et moi c'est frappant parce que Jean-Luc Mélenchon se présente avec cette veste qui est un peu cette veste d'un camarade de la Révolution, et j'ai pas l'impression que le message de cette révolution arrive à toucher les gens pour qui il est conçu. Il faut faire la différence entre les militer et voter. Ouais. Quand on regarde un peu les résultats en 2012, on voit que c'est dans les lieux, à la possession, au port, dans les fiefs ouvriers, dans les fiefs de gauche ici à La Réunion. Il y a aussi évidemment la possession n'est pas un fief ouvrier. Non. La possession pour le coup. Un fief de gauche. Oui, d'accord. Parce que c'est tout sauf ouvrier la possession. Enfin, il y a aussi des ouvriers. Oui, mais enfin, c'est pas majoritairement, c'est pas. C'est vrai. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, vous disiez électoral. Et la difficulté de militer aussi, c'est le contexte un peu clientéliste à La Réunion, le pouvoir qu'ont les maires, le pouvoir qu'ont les élus, et particulièrement les maires, sur leur électorat. Nous, on a des gens, et moi j'en connais, qui nous disent être proches de nous, qui nous disent voter pour nous, qui vont voter pour nous, mais qui peuvent pas militer parce que c'est s'afficher, c'est tout de suite prendre des gros risques pour eux et pour leur famille. Je complète la question. Vous étiez à 6,5, 6,7 en 2012. C'était quand même 4 points en dessous du score national de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi votre potentiel aujourd'hui en 2017? Alors 7% avec tous les partis de gauche qui appelaient à voter Hollande. À l'époque, en 2012, donc dont le PCR, etc. Aujourd'hui, vous n'avez pas énormément de soutien locaux non plus. On a une grosse partie du PLR quand même, puisque effectivement la position a été Hamon et Mélenchon, oui. Pas officiellement. Mais vous avez vu le maire du Port qui était là par exemple à notre pique-nique, et puis on voit beaucoup de militants qui sont proches de nous. Honnêtement, moi je peux pas vous dire un chiffre. Vous attendez que Huguette Bello se prononce? C'est déjà plus ou moins prononcé. Je pense il faut aussi qu'elle gère un peu sa majorité régionale, etc. Donc c'est un peu logique sa position. Sa minorité. Bello. Oui, sa minorité. Il faut rappeler excusez-moi, son groupe à la région. Il faut rappeler que Huguette Bello pour elle, c'est pas le nini, c'est le ou, c'est ou Hamon, tout à fait, ou Mélenchon. Elle laisse la possibilité à ses militants et puis à ses. Mais le PCR, alors justement, où est-ce qu'elles en sont vos discussions avec le Parti communiste? Alors, nous, on discute régulièrement avec eux. Eux ont décidé de laisser le choix aussi à leurs électeurs. Ils ont envoyé une lettre, me semble-t-il, à chacun des candidats, et ils rendront public la réponse à cette lettre. Et puis ensuite, par rapport à cette réponse, ils laisseront le choix. Les signaux sont plutôt optimistes dans les discussions que vous avez avec eux? Ils nous ont invités par exemple à leur dernier congrès, etc. Donc je pense qu'ils nous considèrent. Il n'y a pas eu de parrainage. Il y a eu Madame Gélita Waro qui a parrainé. Jean-Luc Mélenchon viendra-t-il à La Réunion faire campagne? Alors nous espérons. Nous n'avons pour l'instant pas de date définie, donc je n'ai pas plus d'informations à vous donner ce soir par rapport à ça. Nous espérons qu'il vienne vraiment. La dernière fois, c'est au port qu'il avait fait son meeting. Et surtout qu'il y a une demande. C'est un signe, je veux dire. Surtout qu'il y a une demande de la part des gens. Moi, j'ai tracté, par exemple, samedi matin, je vous l'ai dit, à Saint-Leu, et il y avait tout le monde me demandait quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon viendrait. Il y a quelques semaines, vous étiez sûr qu'il viendrait, maintenant vous espérez qu'il vienne. Vous êtes quand même un petit peu moins optimiste. Ouais, tout à fait. Oui, puisqu'on n'a toujours pas de date définitive. On voit que la plupart des candidats viennent. Hamon sera le dernier à venir, de ceux qui sont des quatre autres grands candidats. Oui, voilà. Ce serait une faute politique de pas venir? Moi, je vais pas dire ça, mais ce serait bien qu'ils viennent. Ouais, ce serait bien qu'ils viennent, mais
Bon voilà, moi je suis pas dans le secret des dieux. Il y a certainement aussi un agenda très chargé. On voit la dynamique en ce moment. Il a pourtant montré qu'il peut être partout. Effectivement, pourquoi pas envisager ça son meeting. Non, mais c'est pas innocent ce que je dis parce que il y a quelque chose qui est frappant dans la. On rappelle juste pour nos auditeurs qui n'auraient pas suivi, il a fait un meeting à Lyon et à Paris en même temps. Grâce à un système des hologrammes. C'était d'ailleurs sacrément bien fichu. Je veux dire, franchement, c'était assez impressionnant. Non, mais c'est pas innocent ce que je dis, c'est qu'on a l'impression que Mélenchon est sur un programme alors qui est assez geek, assez 2.0 à certains niveaux. Et il y a même des parties du programme qui sont assez complexes à expliciter. Il y a une espèce d'obsession pour la mer, par exemple. Alors, oui, alors c'est pas le seul. Hein. Oui, non, mais tous les candidats. Il faut quand même lui reconnaître que c'est le premier. Nous, on est dans l'outre-mer, donc mer, outre-mer. Et toute sa réflexion sur l'économie de la mer, il l'a pensée à partir d'ici, avec le député Younous Omarjee, le député européen Younous Omarjee. Donc toute sa réflexion sur l'espace maritime français, sur le fait qu'on est présent sur les 4 océans, il s'est rendu compte de l'immensité de l'espace maritime français ici à La Réunion. C'est pour ça que La Réunion est vraiment présente dans sa réflexion. C'est quelqu'un qui connaît bien La Réunion, pour en avoir discuté avec lui et des gens autour de lui. Donc voilà, effectivement, l'économie de la mer, c'est un des piliers de notre programme. Et pour La Réunion, ça peut être pourvoyeur d'emploi d'une manière assez importante. Mais justement, c'est un petit point qui m'intéresse. La mer, tout le monde en parle. Et ça fait 20 ans que tout le monde en parle. Je veux dire, tous les ministres qui se succèdent ici en parlent. On a des assises de la mer. On met régulièrement en avant le rôle de l'outre-mer dans la puissance bleue française. Sauf qu'on voit jamais rien venir. Pourquoi? On n'a toujours pas une usine de transformation de poissons à La Réunion. C'est ça. Qu'est-ce qui va changer chez Jean-Luc Mélenchon concrètement? Parce qu'on a quand même du mal à voir dans son programme ce qui va changer par rapport à ce point. Il y a certainement la volonté chez lui, mais il y a aussi les moyens. Puisque nous avons un programme, peut-être qu'on va pouvoir en parler. Nous voulons stopper avec les politiques d'austérité. C'est-à-dire pouvoir relancer l'économie, et dans la relance de l'économie, une politique keynésienne, une relance économique qui passe par l'écologie et par le social. Et dans la relance écologique, il est évident que l'économie de la mer va prendre une part très importante. Ici, nous avons les moyens d'avoir, par exemple, de l'énergie marine, que ce soit ou l'eau motrice, ou que ce soit avec la différence de température entre les eaux, profondeur et les notamment eaux avec le projet. Il y a un projet SWAC qui existait à La Réunion, qui a été abandonné. C'est bien tous dommage. ces projets ont existé, ont été abandonnés. Donc là, il y a vraiment une volonté de l'État. On a chiffré à peu près 300 000 emplois potentiels pour l'ensemble de la nation, Et il est évident que là-dedans, La Réunion aura son rôle à jouer. C'est central pour nous dans la transition écologique que nous voulons mettre en œuvre. Sauf que ces projets ont été mis en œuvre aux Antilles. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il faudrait revoir la gouvernance énergétique et notamment la toute-puissance d'EDF dans les choix. Aux Antilles, il y avait par exemple un projet de géothermie exceptionnel qui a été modifié, même annulé par EDF pour pouvoir investir dans la centrale nucléaire d'Hinkley Point en Grande-Bretagne. Donc il y a le verrou de notre part sur la gouvernance énergétique, c'est vraiment EDF. EDF est encore sur un logiciel d'énergie fossile, charbon, fuel. On le voit avec l'usine du port Est, par exemple, et il y a 2 autres usines du même acabit qui ont été faites dans les Antilles. Réunion première. Le grand oral. Le grand oral. C'est Perceval Gaillard de la Réunion Insoumise qui représente Jean-Luc Mélenchon dans le grand oral, avec Guillaume Kempf du quotidien, David Chassagne du GIR. Tant qu'on est en Amérique, un mot de ce qui se passe en Guyane. Jean-Luc Mélenchon a adressé hier à Rennes un immense salut de solidarité à la Guyane, qui est en proie aussi à un mouvement social. Les syndicats appelés à une grève générale aujourd'hui. Bernard Cazeneuve et Cabarèche déplorent une instrumentalisation de ce conflit par les candidats. Il devrait mieux s'occuper du conflit avant de dénoncer l'instrumentalisation des candidats. Qui s'occupent de la situation en Guyane et qui ne commandent pas ce que peuvent dire les uns et les autres. Nous, effectivement, nous sommes solidaires du peuple guyanais, des travailleurs. Nous pensons que cette situation-là est déjà arrivée dans les Hautes-Dômes et à La Réunion et va peut-être arriver aussi ici. Nous sommes aussi sur un volcan social ici. Quand on entend les revendications, c'est des revendications que nous portons, parce qu'il y a certes l'insécurité, mais quand on entend les gens, c'est d'abord l'insécurité au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau de l'éducation. Voilà ce que demandent les Guyanais. Et ça correspond exactement à ce que nous portons comme axe programmatique pour la France et pour les Outre-mer. Guillaume Kempf. Oui, j'ai pas mal épluché votre programme des Outre-mer. J'ai quand même du mal à voir ce qui, dans votre programme ultramarin, va changer la situation en Guyane. Aujourd'hui, c'est facile, vous êtes dans l'opposition, vous êtes solidaire, mais concrètement, comment on fait demain, quand vous êtes au pouvoir, si vous êtes au pouvoir, pour gérer un conflit de ce type ? Nous, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce genre de conflit. Comment ?
Les propositions qu'on a au national vont aussi s'appliquer dans les dom-tom. Donc que ce soit sur la santé, plus de postes, en finir avec les lois d'une forme de privatisation finalement, ou d'une forme de privatisation des hôpitaux. Pareil pour l'éducation, 60 000 postes en plus. Voilà, donc toutes ces lois, tous ces projets qu'on porte au national vont s'appliquer aussi en Guyane. Après, sur la spécificité de la Guyane, moi je suis pas un très grand spécialiste pour être honnête, je connais bien la Réunion puisque j'y habite depuis fort longtemps. Voilà, mais il y a aussi la possibilité pour chaque territoire d'avoir par exemple un plan d'autonomie énergétique. Ça, on le porte. Et alors, je sais que la Guyane est très dépendante, notamment des barrages. Enfin, c'est vraiment un département qui est spécifique, la Guyane. C'est quand même, au-delà de la question sociale, un problème sécuritaire, la Guyane. C'est des problèmes d'orpaillage, des problèmes d'insécurité, des problèmes d'immigration clandestine, voire même de mafia locale, voire même de mafia, tout à fait, ouais. On a une problématique qui est relativement similaire à Mayotte. C'est une problématique, qui est proche, en tout cas, en termes d'insécurité, de milices, de volonté des habitants de se défendre eux-mêmes contre une certaine forme d'immigration illégale. Qu'est-ce que concrètement vous gérez ça comment aujourd'hui dans votre programme? Alors je vais répondre d'abord sur la Guyane. Effectivement, c'est la plus grande frontière en France, c'est la frontière avec le Brésil et c'est en Guyane. Et là, par exemple, si vous avez lu le programme, nous sommes pour intégrer les mécanismes qu'on appelle les mécanismes d'intégration régionale en Amérique latine, c'est-à-dire travailler avec les pays d'Amérique latine et particulièrement avec le Brésil pour pouvoir être sur des politiques de co-développement, etc. pour peut-être empêcher aussi que la pauvreté du côté brésilien amène. Voilà. Et il faut aussi du long terme. Pardon ? Ça, c'est du long terme. Bah oui, mais c'est aussi comme ça qu'on règle les conflits. Et peut-être qu'aussi en Guyane, il faut aussi des moyens pour régler la question des mafias. Venons-en à la question mahoraise. Au niveau de Mayotte, c'est quand même un peu plus complexe. Nous pensons que le visa Balladur a complètement désorganisé. Donc visa Balladur mis en place en 1995 qui interdit la libre circulation entre Anjouan et Mayotte. On sait que Anjouan et Mayotte, ce sont les mêmes familles, qu'il y a toujours eu des liens séculiers entre les deux îles. À l'époque, avant 1995, les Anjouanais, et notamment les femmes, venaient par exemple accoucher à Mayotte, puisqu'il n'y a toujours pas d'ailleurs de maternité à Anjouan, mais repartaient ensuite, parce que c'était facile. Depuis 1995, c'est extrêmement compliqué d'aller à Mayotte. Donc les gens qui viennent à Mayotte, ensuite, ils n'en repartent pas. Et on estime, en estimation basse, depuis 1995, à 10 000 morts. 10 000 morts. Dans le bras de mer entre Anjouan et Mayotte. C'est énorme. Et ça, c'est le constat, mais les solutions? On abroge le visa Balladur. Et les Kwassa? Les Kwassa, c'est pas le visa Balladur? Bah, bien sûr. Non, mais les Kwassa, les Kwassa, c'est dangereux parce que la police nationale et la gendarmerie font la chasse aux Kwassa. Et qui sont obligés de prendre des passes les plus dangereuses pour pouvoir rentrer dans Mayotte. Donc, on abroge le visa Balladur. On met en place une politique de co-développement avec les Comores et particulièrement avec Anjouan. Il faut qu'il puisse y avoir une maternité à Anjouan. Je pense que la France a les moyens de mettre en place une politique de co-développement avec les Comores. Et aussi, on aligne les droits et les prestations. Parce que Mayotte a signé un contrat Léonard en 2011. Ils ont les devoirs d'un département français, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Il faut qu'ils payent les taxes foncières, par exemple, qu'ils ne payaient pas. Mais à côté de ça, le droit du travail s'applique à 25%. Enfin bon, on peut faire la liste, elle est très très longue. Donc voici, nos 3 grandes propositions pour Mayotte. Abrogation du visa Balladur, alignement du droit, des droits entre la France et Mayotte, et politique de co-développement avec les Comores. Pour revenir à la Réunion, c'est peut-être un peu... On va revenir à la Réunion, même si Mayotte est sans doute le grand drame de la région en ce moment, clairement. La question sur laquelle tout le monde est interrogé à la Réunion encore plus qu'ailleurs, c'est celle de l'emploi. Bien sûr. La question, c'est on est bientôt à 1 million, on a des tas de jeunes qui sortent diplômés, qui n'ont pas de boulot. Il y en a qui n'ont pas de diplôme et qui n'ont pas de boulot. Comment vous faites, vous, quand vous arrivez au pouvoir? Qu'est-ce qui se passe? Bon, d'abord, on peut pas promettre le plein emploi à la Réunion. Ça paraît impossible. Nous allons essayer de mettre en place, comme je l'ai dit, à l'échelle nationale, mais ça va aussi avoir des implications à la Réunion, une politique de relance. Et la politique de relance doit créer des emplois. Nous pensons que, donc je l'ai dit tout à l'heure, sur l'économie de la mer particulièrement, il peut y avoir des emplois. Quand vous dites une politique de relance, expliquez, parce que là on parle entre initiés, vous parlez de politique keynésienne, aller dans la rue, demander ce que c'est une politique keynésienne, les gens savent pas. Vous relancez comment? C'est quoi le principe? Dès l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, si nous gagnons, nous injectons 100 milliards dans l'économie. Que vous trouvez où? On emprunte. Comment on emprunte?
on dote la BPI, la Banque publique d'investissement, qui a été mise en place par les socialistes, on la dote d'une licence bancaire, parce que eux ont créé la BPI, mais ne l'ont pas dotée d'une licence bancaire. Ensuite, avec cette licence bancaire, on va peut-être pouvoir parler de l'Europe, mais nous on revoit les statuts de la BCE pour que la BCE puisse prêter à 0% aux États. Banque centrale européenne. Ouais, c'est fondamental. À l'heure actuelle, la BCE ne peut pas prêter aux États à 0%, prête à 0% aux banques qui ensuite reprêtent avec intérêt aux États. Donc là, on est quasiment dans l'escroquerie. Donc avec cet argent-là, on relance immédiatement la machine. 50 milliards dans les activités sociales, 50 milliards dans les activités écologiques. Donc voilà, donc ça c'est déjà à l'échelle nationale, mais ça va avoir aussi des impacts ici à La Réunion. Ensuite, mais vous dépendez de l'Europe pour ça. On va changer l'Europe. Comme on dit, nous, l'Europe, l'Union européenne, on la change ou on la quitte. Il est évident que le poids de la France est beaucoup plus important que celui de la Grèce. Donc dans le rapport de force, vous pouvez me croire que Mme Merkel ne va pas considérer de la même manière M. Mélenchon que, par exemple, il y a déjà 2 candidats qui ont été la voir là, qui ont été à Canossa, il y a M. Fillon et M. Macron. En gros, ils lui disent déjà, on va faire la politique que tu veux et on va faire la politique en faveur de la droite allemande. Voilà. Donc nous, on va créer un autre rapport de force. Bon, c'est peut-être, on s'éloigne un peu de la question initiale sur la Réunion. Donc voilà, il y a des potentiels en termes aussi dans l'économie des services, services à la personne. Il y a des besoins énormes. Non mais ça, la question des potentiels, elle est identifiée. Ça fait 20-25 ans qu'on voit arriver les candidats et ils savent très bien, ils font des choses bien. Je veux dire, quand on a décidé de faire une technopole avec de la recherche de pointe, ça fonctionne. Je veux dire, il y a des choses qui fonctionnent. Moi, la question, c'est, vous dites, on veut relancer l'économie. Ça se traduit comment? L'argent, il va où? Est-ce que c'est de l'argent qu'on donne à des chefs d'entreprise pour aider leurs entreprises? Est-ce que c'est de l'argent qu'on donne aux consommateurs pour consommer? C'est le cycle, il se fait comment chez vous? Les deux. Dans le programme, il y a là, par exemple, la revalorisation, des minima sociaux, au-dessus du seuil de pauvreté pour l'ensemble de la nation, c'est-à-dire éradiquer la pauvreté en France. Ça donne évidemment à La Réunion un pouvoir d'achat beaucoup plus important. C'est-à-dire que dès que Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, une des premières choses qu'il fait, c'est il pioche dans tout l'argent on ne sait pas où il est, mais il prend de l'argent dans les caisses de l'État. Et tout de suite, il revalorise les minima sociaux. Tout à fait. Ouais. Nous avons les moyens, la France est la 6e puissance mondiale, elle a les moyens d'éradiquer la pauvreté. La pauvreté est le fruit de choix politiques. Ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel. Donc effectivement, nous avons les moyens d'éradiquer la pauvreté. Vous parliez d'argent, la France est le pays qui a distribué le plus de dividendes au monde à ses actionnaires. Donc vous ponctionnez sur ces dividendes-là. Alors on va chercher. Alors il y a plusieurs sources. Ouais. On va chercher l'argent effectivement au niveau des actionnaires. On lutte sérieusement contre la fraude et l'évasion fiscale. 60 à 80 milliards l'un et l'autre. Et ensuite on va donc la politique keynésienne. On augmente les recettes parce qu'à chaque fois qu'on nous parle du déficit de l'État, on nous parle des dépenses. Il faut rogner sur les dépenses, faut rogner sur les dépenses, faut rogner sur les dépenses. Nous on dit il faut aussi augmenter les recettes. Et augmenter les recettes, c'est l'impôt. Non, augmenter les recettes, c'est créer de l'activité. Et créer c'est ça le cycle keynésien. C'est vraiment justement, ça. C'est un des points qui me surprend un peu dans votre programme. C'est vous avez 190 milliards d'euros de recettes qui vous permettent de financer votre programme de revalorisation, etc. Sur ces 190 milliards, il y en a un quart, 55 milliards, plus d'un quart qui sont liés aux hypothétiques bénéfices de cette relance économique. En gros, votre programme économique dépend pas vraiment n'est pas vraiment financé puisqu'il dépend de recettes hypothétiques. Non, attendez. D'abord, il y a tous les autres milliards, donc vous enlevez les 55, tout le reste c'est financé. Et ensuite, ce sont des projections qui ont été faites par des économistes plus que sérieux, notamment Monsieur Jacques Généreux, qui est le coordinateur du programme. Et donc, c'est des projections qui ont été validées par beaucoup d'économistes. Donc, avec la politique que nous mettons en place. Sauf que ça, c'est des recettes, c'est des recettes qu'on ne peut que projeter dans le temps. Bien sûr. Puisqu'elles ne seront enclenchées que par la relance. Il faudra bien un certain temps pour que cette relance. Mais c'est bien pour ça qu'on j'ai parlé des 100 milliards initiales, dès le début, où là c'est de l'emprunt. Et après le reste, évidemment, c'est sur le temps. Mais ça, c'est pareil pour toutes les politiques économiques. Il n'y a pas que la nôtre. Pour revenir à la façon dont les Réunionnais pourraient ressentir ça, Jean-Luc Mélenchon promet quand même retour au plein emploi. C'est écrit, il promet un retour au plein emploi et une sécurité sociale intégrale. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un droit opposable à l'emploi, c'est-à-dire n'importe quel citoyen peut se retourner vers l'État et dire attendez, j'ai pas de travail. C'est ce qui existe pour le logement. Je sais pas si ça fonctionne, mais ça existe officiellement. Alors effectivement, au niveau de la sécurité sociale intégrale, c'est d'abord étendre le champ
de la sécurité sociale actuelle. Et c'est dire que, par exemple, pour la question des coûts de santé, tout est pris en charge par l'État. Et ça, nous pouvons le financer assez facilement. Ça veut dire, grosso modo, qu'on expulse les complémentaires santé du champ de la santé. Ça, c'est la première chose. Sur le droit opposable à l'emploi, l'idée, effectivement, c'est de dire l'État doit pouvoir garantir un emploi à chacun et à chacune. À travers... Vous imaginez, à La Réunion, ce que ça signifie ? Oui, j'imagine bien, je vois bien, effectivement. À La Réunion, l'État le fait en partie via les emplois aidés. Je veux dire, on n'en est pas au plein emploi, mais je veux dire, il y a une bonne partie de l'emploi qui est déjà assurée par l'État à La Réunion, clairement. Est-ce qu'il peut faire plus ? Ça, j'en sais rien. En fait, on parle aussi je crois que c'est la Fondation Abbé Pierre, mais ça a vérifié, qui porte ce projet-là, et ça fonctionne. En fait, l'idée, c'est vraiment de remettre dans le circuit des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, et de le remettre dans le circuit à travers des activités associatives, etc. Et là, effectivement, c'est l'État qui financera en partie les associations. Alors là, on arrive au modèle de société. Je veux dire, un des sujets sur lesquels Hamon est très critiqué, c'est le revenu universel. Et un des sujets qui est latent dans cette campagne, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit mal comment le plein emploi pourrait s'effectuer à temps plein. Vous faites quoi du partage du travail ? Vous dites, on va remettre dans le circuit des gens qui sont éloignés de l'emploi. Ça, c'est une vieille antienne, je sais pas qu'on dit une antienne, qu'on entend depuis très longtemps, qui est très louable mais très compliquée. Seulement, on a l'impression ici à La Réunion que tous les emplois sont à peu près pourvus. Non, il y a des besoins sociaux. Il y a des besoins, mais sauf qu'ils ne peuvent être financés que par le haut, c'est-à-dire par l'État. Et est-ce que vous restez sur un temps de travail à 39 heures, à 35 heures, vous fonctionnez réels. Comment ? Dans le programme, il y a 35 heures réelles et ouverture des négociations ensuite pour pouvoir peut-être arriver aux 32 heures. Il est évident qu'il faut partager le travail. Les 35 heures ont créé au minimum entre 300 et 500 000 emplois. Ça, c'est des rapports totalement neutres. Vous touchez pas aux 35 heures Non, par contre, 35 heures réelles. Sauf pour les diminuer éventuellement. Alors, 35 heures réelles, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, le temps de travail, me semble-t-il, réel, effectué, c'est 38 à 39 heures. Oui. Voilà. Et donc, voilà l'idée par rapport au partage du temps de travail. Sur le revenu universel, déjà, ça a été abandonné, donc c'est quasiment... Donc voilà, oui, par rapport au temps de travail, ça c'est une chose importante. Et après, par rapport au plein emploi, c'est l'objectif. Il est évident que c'est pas à l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée qu'on va pouvoir mettre en place le plein emploi. Mais l'idée, c'est de dire, il y a d'immenses besoins sociaux qui sont non satisfaits et l'État doit impulser une politique qui y réponde. Voilà ce que nous disons. Si on synthétise, vous avez un État qui décide de faire la chasse aux riches, aux très riches, de ponctionner les riches, de ponctionner par des taxes les riches et les très riches. Les actionnaires. Ouais. Et c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas la même chose. Vous savez que nous portons une réforme fiscale où on veut mettre l'impôt sur le revenu sur 14 tranches. Ouais. On a fait une simulation pour quelqu'un seul. En dessous de 4 000 euros, vous payerez moins. Si vous gagnez en dessous de 4 000 euros, vous paierez moins. Entre 4 et 6 000, vous paierez la même chose. Et au-dessus de 6 000, vous paierez un peu plus. Voilà. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Par foyer. Non, c'est pour une personne. C'est pour une personne. C'est un exemple. Alors, il y a un logiciel qui doit être sur le site de JLM 2017, certainement, qui permet à chacun, selon sa situation, de pouvoir anticiper ce qu'il paierait avec notre réforme fiscale. Vous augmentez le nombre de tranches, c'est ça, hein, beaucoup plus progressif. Voilà. L'idée, c'est faire vraiment du progressif. Pour revenir à l'économie, vous proposez d'atteindre l'autonomie agricole. Ici, à La Réunion, avec des mesures assez radicales, nationaliser les sucreries, démanteler en même temps les monocultures, ça veut dire en même temps la fin de la canne. Finalement, c'est quoi l'objectif ? La fin de la canne, c'est pas nous qui allons l'annoncer. La canne va mourir, on le sait. Elle n'est pas viable économiquement, elle ne subsiste, on va dire ça, que grâce aux subventions massives de l'Europe. Donc l'idée, c'est de garder de la canne pour faire des produits d'excellence, rhum, sucres spéciaux, etc. Là, on a un marché potentiel à l'échelle mondiale. Et ensuite, de libérer des terres pour faire de l'agriculture vivrière. On a un énorme potentiel à La Réunion. On a ce qu'on appelle la permaculture, qui est vraiment l'agriculture de demain. C'est une agriculture qui permet des rendements 3 fois supérieurs à l'agriculture intensive, qui est complètement, qui n'emploie pas de pesticides, alors que nos sols sont pourris par les pesticides. Voilà. Donc nous, notre idée, c'est de dire ça. C'est de dire. Mélenchon est devenu écolo. Pardon ? Jean-Luc Mélenchon est devenu écolo. Il s'est converti déjà il y a un certain temps, et il faut. C'est évidemment le sujet principal du XXIe siècle. Nous vivons tous sur la même planète. On voit bien là que le jour de ce qu'on appelle alors le jour du dépassement global, c'est-à-dire le jour où on a plus pris à la planète que ce qu'elle est capable de régénérer, on est déjà arrivé au mois d'août, c'était en décembre, il y a 10 ans.
Donc il est arrivé un moment, on est en train de créer les conditions de notre disparition, réellement. Concrètement, vous en faites quoi de tous les planteurs? Vous dites la canne va mourir, on fait des produits d'excellence, mais ça fait vivre quand même toute une filière. Oui, alors on n'est pas... Là aussi, ça prend du temps. Ah, ça prend pas du temps. Quand on arrive en dessous d'un seuil de rentabilité, les usines ferment. Mais les usines sont déjà quasiment toutes en train de fermer. Enfin, vous voyez bien que la filière de la canne ne subsiste uniquement que par les subventions. Tereos, c'est par exemple la boîte qui a le plus de subventions de toute la PAC au niveau européen. Voilà. Il faut être très clair. L'Union européenne et la France achètent la paix sociale à la Réunion par rapport à ça. Voilà. Et donc, vous arrêtez ça? Non, on l'arrête. Mais non, de toute façon, on n'a pas le pouvoir. Ça se fait au niveau européen. Et il est évident qu'on va pas l'arrêter brutalement. Ça va se faire au niveau national avec les 38 millions qui vont être compensés par l'État, promis par François Hollande. Alors, ce qu'on va faire, c'est de mettre en place de continuer, parce qu'il y a déjà une politique de diversification qui est en œuvre. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on doit l'accélérer, peut-être même pas l'accélérer, la continuer, et surtout permettre aux jeunes agriculteurs, et on en connaît beaucoup, qui veulent s'installer, qui veulent faire du bio, qui veulent faire de la permaculture, qui veulent faire de l'agriculture vivrière pour nourrir les Réunionnais, une agriculture propre, de pouvoir le faire. Et ça peut pas se faire tant qu'on s'attaque pas au monopole de la canne. Ça, c'est clair et net. Et notamment à Tereos. C'est clair et net, ça. Mais ça veut pas dire qu'on va, du jour au lendemain, arrêter tout et mettre les planteurs sur la paille. Ça risque de se passer. Non, ça risque pas de se passer, parce qu'on va le faire de manière intelligente. Et on va le faire de manière... Vous savez qu'on a un programme social, donc notre but, c'est pas d'appauvrir les gens. Donc on va le faire d'une manière réfléchie et d'une manière planifiée, puisque nous on est pour la planification écologique, on va aussi planifier ça. Mais l'objectif c'est ça. À terme, il faut que la Réunion puisse être autosuffisante alimentaire. Vous voyez l'état du monde dans lequel nous sommes. Peut-être qu'à un moment, nous allons avoir des difficultés à pouvoir importer tout ce que nous consommons. Donc il va falloir vraiment penser cette question-là. Vous proposez de nationaliser quelques entreprises, pourquoi pas la SRPP, dites-vous, dans votre programme? C'est même pas pourquoi pas, il faut qu'on la nationalise. Là, c'est un secteur stratégique. L'État doit avoir la main. Nous, on est très clair là-dessus. L'État doit avoir la main sur les secteurs stratégiques. Ça doit être au service de l'intérêt général, excusez-moi, et certainement pas au service des intérêts privés. Je rappelle juste pour nos auditeurs, la SRPP qui stocke et qui distribue les carburants à la Réunion. Mais d'une manière générale, nous voulons nous attaquer aux monopoles et aux oligopoles. On est tous captifs de ces monopoles et de ces oligopoles. Les secteurs stratégiques, c'est quoi? C'est Air France, c'est les transports. Ouais. C'est l'énergie, c'est évidemment la défense, etc. à l'échelle nationale. Justement, ça fait partie de ma question sur la continuité territoriale. Vous proposez une desserte de services publics à tarifs réglementés. C'est quoi ça veut dire? Vous nationalisez Air France et vous lui imposez les tarifs sur les c'est revenir à l'idée initiale d'Air Austral. L'idée initiale d'Air Austral, c'est de proposer un billet tout au long de l'année à 650 €, quelles que soient les fluctuations du marché. Et ça, forcément aussi, ça va avoir des impacts sur la politique des autres compagnies. Donc ça, c'est un peu ça l'idée générale. Il me semble qu'on avait mis d'abord un audit sur la desserte. Les prix, on voit bien, on a été la seule liaison au monde à ne pas impacter la baisse des prix du kérosène. Ça veut bien dire qu'il y a entente. Enfin, c'est assez clair. Dans le monde entier, les prix des billets d'avion ont baissé parce que le coût du pétrole, le coût du kérosène a baissé. On est on est la seule liaison au monde. Mais c'est quel statut que devient, vous parlez d'Air Austral. Air Austral devient quoi? Une délégation de service public? C'est une compagnie privée aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une compagnie privée. Si on arrive à l'Elysée, on n'a pas la main sur Air Austral. Ça, vous l'aurez remarqué, puisque c'est une compagnie régionale. Ça, il faut voir les modalités, il faut voir. Il faut voir ce qui est le plus juste et le plus efficace économiquement. On n'est pas des idéologues. C'est-à-dire qu'on va pas nationaliser pour nationaliser par principe. Par contre, l'idée, oui, c'est que l'État puisse avoir son mot à dire sur le coût des billets. Parce que là, comme un peu en Corse, d'une certaine manière, soit on subventionne beaucoup, mais le point négatif des bons, par exemple, de continuité de la région, c'est qu'on a bien vu que c'est des subventions déguisées, d'une certaine manière. Mais qui profitent aux compagnies. Mais bien sûr, puisque eux, ils répercutent tout de suite, ils montent le prix des billets, et voilà. Donc ça, il faut faire attention à ça. Donc, on a connu un Jean-Luc Mélenchon relativement jacobin, centralisateur dans cette campagne. Il a même parfois des accents nationalistes quand il est question notamment de l'Europe. Quel degré d'autonomie est-ce qu'il est prêt à laisser à la Réunion, alors que ce soit en termes de fiscalité, de programmes éducatifs, de la place de la langue, c'est pas trop son truc. Alors sur la fiscalité, je pense que ça doit être national. Sur la langue, on a grandement évolué là-dessus.
Nous, on lui a expliqué on lui a expliqué pas à lui, mais à son équipe et puis à tout le monde que ici, à La Réunion, particulièrement à La Réunion, le créole, c'était pas une langue régionale, c'était une langue nationale au même titre que le français. Que dès lors, il entend ça. Oui, complètement, 100%. Mais Jean-Luc Mélenchon a aussi un héritage anticolonialiste. Et donc il comprend bien la spécificité de chacun des territoires de l'outre-mer. Donc nous disons que l'État français doit impulser une politique en faveur du bilinguisme ici à La Réunion, dès la plus petite enfance. On doit sortir de l'état qu'on appelle de diglossie, qui est un peu un terme technique, mais la diglossie, ça veut dire que sur un même territoire, il y a deux langues qui cohabitent, avec l'une dans une position de dominante et l'autre dans une position de dominée. On doit donc impulser cette politique-là depuis la plus petite enfance, mais aussi dans l'ensemble des champs de la vie. Voilà. On doit assumer le fait qu'à La Réunion, nous sommes une terre bilingue. Les Mauriciens l'assument parfaitement d'être trilingues ou voilà. Nous devons vraiment assumer ça. Pourquoi? C'est pas quelque chose d'idéologique. C'est que derrière, moi par exemple, je suis éducateur spécialisé. Je vois chaque année le nombre de jeunes qui sortent du système scolaire sans maîtriser les rudiments du français. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont des capacités intellectuelles moins développées que les autres. C'est parce que leur langue maternelle, qui est le créole, n'est pas prise en compte dans aucune des sphères de la société ici à La Réunion. Et que donc non seulement ça crée des difficultés pour acquérir le français, mais ça crée aussi un rejet de ce qu'est la personne. La langue, c'est notre identité. Donc ça, c'est très important. Là-dessus, vous êtes obligé de remarquer qu'on a quand même que le programme qu'on porte est quand même a grandement évolué par rapport à l'image qu'on pouvait avoir de Jean-Luc Mélenchon. Et sur la laïcité, justement, je prends votre programme Outre-mer qui dit étendre la laïcité dans les Outre-mer en appliquant la loi de 1905 partout où elle ne l'est pas. Où est-ce que vous ciblez exactement? Vous ciblez Mayotte? Vous ciblez le port du voile à La Réunion? Vous ciblez quoi exactement? Alors là, je suis assez surpris. Vous l'avez trouvé dans notre livre? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Alors nous, au niveau de la laïcité, on dit qu'à La Réunion, on a un modèle qui fonctionne parfaitement, que les soi-disant problèmes de laïcité en Hexagone, mais on pourra peut-être en parler, ne nous concernent pas du tout, et que notre modèle, l'équilibre qu'on a ici à La Réunion, on doit surtout pas y toucher. Voilà. Donc ça, c'est ça a toujours été notre position, donc il y a pas de. C'est en contradiction avec le programme, alors. D'accord, peut-être. C'est à vérifier. C'est possible, hein. Tout est toujours. Donc ça, c'est à vérifier. Le modèle réunionnais, on peut éventuellement l'exporter. Ouais, tout à fait. On essaie de le faire à notre échelle, évidemment, dans nos contacts avec les gens, de l'Hexagone. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont de plus en plus sensibles à ça, qui essaient de voir comment effectivement les différentes religions arrivent à vivre, tout en respectant le cadre de la République française. Il nous reste une minute. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, ça fait 30-40 ans qu'on est baigné dans une culture plutôt libérale, c'est-à-dire qu'on nous a fait comprendre que le seul système possible était celui du libéralisme. Alors il est plus ou moins poussé selon qu'on est un peu plus de gauche, un peu plus de droite. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que la société est mûre pour rompre avec ce libéralisme? Est-ce que c'est arrivé maintenant? J'avais dit une minute, ça va être compliqué là. Oui, non mais pour moi c'est le cœur du. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Ouais. Il y a au niveau mondial, il y a vraiment quelque chose qui se passe. En France, c'est la situation sociale. Depuis la crise de 2008, y compris les classes moyennes souffrent énormément. Donc on voit bien que le système libéral, ultralibéral, ne fonctionne plus. Il ne fonctionne pas du tout. Et que donc effectivement, les gens commencent à être intéressés par des discours différents, commencent à se réintéresser à l'histoire, à voir ce qui a été fait avant, etc. Donc c'est bon, j'ai fait une réponse courte, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Perceval Gaillard de La Réunion Insoumise, qui représentait donc la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour ces grands euros en compagnie du Quotidien et du GIR. Merci à vous, chers confrères. On se retrouve demain avec David Lorion qui représente François Fillon. Le Grand Oral.